Bienvenue. Donc, on va vous parler de mes petits jouets qui sont là et faire une introduction au développement embarqué sur Rust. Voilà, donc je me présente rapidement, Sylvain Vallès. Je travaille chez Elastic, donc Elastic Cloud, Elasticsearch, Kibana. Qui c'est qui utilise ces produits? Il y en a plein, comme toujours, c'est cool. Voilà. Ça, c'est pendant la journée. Et sur mon temps libre, je joue avec des microcontrôleurs, donc des petits trucs comme ça, ce qu'on va voir depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai découvert ça avec les premiers Arduino dans le hackerspace de Toulouse, d'où je viens. Et immédiatement, je me suis dit, putain, c'est cool, ces trucs-là, on peut faire des tas de trucs rigolos. Donc, je mets un gros logo élastique parce qu'ils me permettent de vous venir parler de ça qui n'a rien à voir avec mon boulot sur mon temps de travail. Et ça, c'est une boîte cool. Voilà. Donc, je les remercie. Donc déjà, Rust. Qui fait du Rust, soit en hobby, soit professionnellement? Donc voilà. Et alors professionnellement, ah, putain, il y en a quand même quelques. Ça grossit, c'est bien. Il y a pas mal de talks sur Rust à la conférence là. C'est plutôt cool. Alors Rust, là j'ai copié-collé le motto, la devise de Rust sur le site. C'est un langage qui permet aux développeurs et à tout le monde de créer du logiciel qui soit sûr et efficace. Donc ces deux mots-là, quand on les remet dans le contexte de l'embarqué, ça a quand même une signification importante. Parce que l'embarqué, il faut que ce soit sûr, il ne faut pas que votre truc plante alors qu'il est enfoui quelque part à des dizaines ou voire centaines de kilomètres du bureau, et efficace parce que les microcontrôleurs sont des choses qui ont relativement peu de puissance. Donc déjà, c'est une promesse qui est intéressante dans le contexte de l'embarqué. Si on regarde un petit peu ce qui est en dessous, donc la performance, c'est un langage qui se compile en code natif. Il y a un concept important, c'est ce qu'on appelle les zero cost abstraction. Donc ça, on va le regarder pas mal. C'est que le système de typage est très riche et nous permet d'exprimer beaucoup de choses au niveau du code dans le système de type. Qui fait que derrière, à la compilation, ces choses-là sont intégralement éliminées et n'ont pas d'overhead, n'ont pas d'impact sur l'utilisation de ressources dans le processeur. Donc ce système de type qui est très riche, et avec une particularité du langage Rust qui est cette notion d'ownership, c'est-à-dire que pour gérer l'utilisation mémoire et surtout la libération de la mémoire, Rust apporte une notion de propriété d'une donnée, c'est-à-dire qu'à tout instant, il ne peut y avoir qu'un et un seul propriétaire, une seule variable qui a la propriété d'une donnée. Elle peut ensuite donner des références, partagées ou non, à d'autres fonctions dans le système, mais il n'y a toujours qu'un seul propriétaire. C'est un langage qui est productif. Alors, ça peut sembler un petit peu bizarre comme assertion pour les gens qui démarrent dans Rust, parce que au début, on sort un petit peu les rames, quoi, hein. Mais il y a un outillage qui est magnifique. Il y a un énorme effort qui est fait sur les messages d'erreur du compilateur. Le compilateur, quand il vous dit un message, lisez-le. Lisez-le parce qu'il vous explique exactement ce qui se passe et souvent il vous dit je pense que tu pourrais faire ça à la place. Vous copiez-collez et ah ouais, et au passage vous avez appris. Voilà. Si ça compile, ça marche. Alors pour info, moi ça fait plus de 30 ans que je bosse et j'ai commencé ma carrière dans le spatial à Toulouse en faisant des logiciels pour satellite en ADA. Ceux qui ont expérimenté un petit peu le langage ADA, là aussi, pour compiler, il faut que le code il soit clean, hein. Mais par contre, une fois que c'est clean, chut, on envoie. On envoie. Alors évidemment, si vous avez fait des erreurs dans la logique métier, le compilateur ne va pas les trouver, mais tout ce qui est logique, on va dire, enfin bug technique, le compilateur va les trouver. Donc moi, avec Rust, j'ai retrouvé ce plaisir d'un compilateur, en gros, qui me protège de mes propres erreurs. J'ai horreur des langages à typage dynamique, parce qu'en fait, je ne me fais pas confiance. Je ne me fais pas confiance. Je sais que je vais taper un caractère de travers, qu'il y a une propriété que j'ai oubliée, machin, etc. Le compilateur, c'est son boulot, et je suis bien content qu'il le fasse à ma place. Donc si vous voulez démarrer avec Rust, il y a un point d'entrée qui est rustup.rs, qui est l'équivalent comment appeler ça, du SDK-man, un truc comme ça. Voilà, en gros, vous avez toutes les toolchains Rust qui sont disponibles, et on démarre là-dessus. Il y a une petite mascotte qui est sympa, qui s'appelle Ferris, voilà, c'est le crabe. Chose que je veux mentionner, c'est que si vous ne connaissez pas Rust et que vous voulez vous y mettre, contrairement au langage classique, moi je dis c'est un langage qu'il faut apprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais démarrer en faisant mon petit Hello World machin et puis partir de là. Vous allez vous casser les dents. Voilà, ça je vous le dis tout net. Vous allez vous casser les dents parce qu'il y a des concepts qui sont suffisamment originaux et qui font la puissance du langage
qu'il faut, il faut avoir le modèle mental, en fait. Hein. Donc, Yannick a fait une super présentation hier avec des petits dessins. Donc, regardez, je ne sais pas si c'était enregistré, non voilà, mais allez sur son blog, il fait un effort didactique extraordinaire, c'est vachement bien. Logiciel embarqué, quelles sont les particularités du logiciel embarqué? Donc déjà, c'est du bare metal. Donc quand tu es anti-bare metal, c'est que, je vais vous le montrer, on va faire, voilà, c'est le bare metal, c'est ça. On va faire du Rust là-dessus. Hein. Donc vous imaginez bien que là-dessus, on n'a pas un OS. Alors là, j'ai un petit souci, ça ne veut plus. Ah si, voilà. Voilà, il n'y a pas de système d'exploitation, au moins pas au sens classique du terme. Par contre, originalité, c'est qu'on a beaucoup de périphériques, parce que le microcontrôleur, ce petit machin, il a plein de pattes, là, ça sert à aller commander des LED, lire des valeurs, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle les GPIO, les General Purpose Input-Output, donc les entrées et sorties logiques, mais aussi analogiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les UART, donc ça, c'est des petits symboles que vous allez retrouver partout. Ça, c'est les liaisons série. Hein. Dans l'embarqué, on communique beaucoup par liaison série. Et au-dessus de ces liaisons série, on a deux types de protocoles qu'on retrouve très souvent en fait, pour permettre au microcontrôleur de se connecter avec des capteurs et des actionneurs un petit peu évolués, qui sont I2C et SPI. Donc ces acronymes-là, on va les retrouver tout le temps. Et puis, nécessité de grand test embarqué, c'est la cross-compilation. C'est-à-dire que mon petit machin avec 8 pattes, là, vous imaginez bien que j'embarque pas le compilateur Rust dessus. Hein. Donc, j'utilise mon ordi pour compiler sur une cible qui est différente. Donc, Rust permet ça à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on compile, là, je suis sur un Mac vers ce microcontrôleur, mais aussi sur du processeur ARM qui cible du Linux, du Windows, etc. Donc, Rust est très outillé pour ça. Donc avec quoi on va jouer? Alors, on va voir un petit peu deux extrêmes du monde des microcontrôleurs. Le premier que vous avez vu sur la caméra, il s'appelle ATtiny85. Alors, il y a Tiny dans le nom. Hein. Tiny, c'est petit. Donc, c'est un processeur 8 bits qui tourne alors, à des fréquences de 1 à 16 MHz. Aujourd'hui, on va faire tourner à 8 MHz. Bien tourné. Architecture de processeur AVR, qui est une architecture pour les microcontrôleurs, architecture RISC. Il a 8 kilo-octets de mémoire flash, donc programmable, 8 kilo-octets. Hein, et il a 512 octets de RAM. Un demi-kilo-octet. Voilà. Et de façon surprenante, on peut faire plein de choses avec ça. Et il a 6 entrées-sorties. Si vous voyez, il a 8 pattes, donc il y a la masse, le 5 volts, et puis le reste, c'est les entrées-sorties. Donc si vous regardez, les capacités de ce truc-là ne sont pas très éloignées du calculateur de Apollo dont nous parlait Olivier hier. Par contre, la taille, ouais, c'est un peu plus petit, quoi. C'est un truc qui a 15 ans, en gros. Le prix, 50 centimes à l'unité. Donc ça coûte rien, quoi. Si vous l'achetez comme les industriels par milliers, là, on descend à pas grand-chose. Et l'autre qu'on va voir, c'est le gros pépère, voilà, de la famille des ESP32. Et celui-là, il est sur une architecture RISC-V. Donc, je ne sais pas si certains hier soir sont allés voir la présentation sur RISC-V. Voilà, j'ai fait mon petit coup de pub à la fin d'ailleurs. Donc là, on a cette architecture qui est une architecture processeur open source et qui commence à se propager comme une traînée de poudre dans le monde des microcontrôleurs et qui maintenant monte aussi en puissance. On trouve des cartes compatibles Raspberry Pi, enfin, au moins niveau form factor, sur RISC-V, et on commence à avoir des processeurs serveurs aussi sur cette architecture-là. Donc celui-là, il a 16 mégaoctets de mémoire flash. 8 kg, 16 mégas. 400 kilooctets de RAM, 22 entrées-sorties, du Wi-Fi et du Bluetooth, et le prix c'est 2 €. Alors 2 €, c'est le petit boîtier blanc, c'est le petit boîtier métallique qu'on voit, c'est vraiment le microcontrôleur. Ce qui est autour, c'est la carte de développement. Qui vous apporte l'USB, des choses comme ça, et qui vous sort toutes les pins. Ce truc-là coûte en gros 5 €. Quoi. Donc le rapport entre les deux, il est quasiment d'un facteur 1000 en fait. Hein. Voilà, donc première démo. Hello World, bah non, parce que sur ma machine à 8 pattes, je ne sais pas où imprimer mon Hello World. Donc le Hello World de l'embarqué, c'est la LED qui clignote, le blink. Donc voilà, on va y aller. Donc le blink, donc là, il est là, vous voyez, c'est du vrai, hein, c'est pas de l'enregistré. Je vous montre, c'est assez gros le code là, ceux qui sont au fond. Ouais. Ouais, allez, on va agrandir. Hop, c'est bien là? Nickel.
Du coup, lui, on va le mettre par là. Donc voilà le code. Alors, on ne va pas rentrer dans l'explication détaillée de tout ce qu'il y a. Par contre, la structure, c'est quoi? C'est qu'on va commencer par ici dire je vais aller prendre un objet qui représente les périphériques. Donc déjà, un truc, c'est que mon hardware est modélisé par un type qui s'appelle peripherals. Ce qu'on voit, c'est que peripherals take, donc c'est un singleton. Premier truc, si vous regardez ça par rapport à l'ownership, ça veut dire que mon code, en gros, il prend la propriété des périphériques hardware. À partir de là, je dis, bah, alors si on regarde, qu'est-ce que c'est ce peripherals? C'est en gros une liste de champs qui représentent le hardware. C'est quoi le type de ces choses-là? Bah, si on regarde par exemple le port B qui est mes entrées-sorties, c'est un phantom data. Alors en Rust, phantom data, c'est quelque chose qui porte un type, mais qui n'occupe rien en mémoire. Donc là, quand je vous disais zéro cost abstraction, c'est que j'ai représenté mon hardware sous forme d'une donnée, d'une variable, mais la taille de cette variable en mémoire, elle est zéro. Hein. Donc là, quand on va compiler ce truc-là, ça n'existe plus. Par contre, le compilateur, on revient, en gros, on monte d'un cran dans la programmation, puisqu'on va programmer au niveau de type, en fait. Et toutes ces choses-là vont être éliminées à l'exécution. Donc ensuite, bon là il y a un petit utilitaire qui dit, bah voilà, le registre, donc l'adresse mémoire qui représente les pins, tu me l'éclates en une série d'objets individuels, et je dis voilà, ma pin D0, qui est celle qui est branchée voilà, sur le côté ici, là, je vais en faire un output. Un output, je vais pouvoir le dire, on passe à haut, à bas, et puis après, bah, j'ai une boucle. Voilà, let.setI, un petit délai, on attend, set low, et puis voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer que ça marche. Donc là, ça c'est toujours... Donc là, ce qui se passe, c'est quand même qu'on flash un microcontrôleur sur la scène de Sonytech en live. Tout à l'heure, on fera pire, on fera un serveur HTTP là-dessus. Voilà, ça a flashé et ça clignote. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà fait ce talk. Il y avait mon collègue David Pilato qui était là avec sa compagne qui est institutrice. Et elle a vu comme vous tous les gens qui applaudissaient. Et puis elle lui a dit, David, c'est bien ce qu'il a fait là, parce que c'est juste une loupiote qui clignote, quoi. Puis David lui fait, tu te rends pas compte ce qu'il y a derrière, quoi. Ça. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu retour à la réalité, quoi. C'est juste une loupiote qui clignote. Mais bon, c'est quand même rigolo, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Alors, pardon, d'abord je vais vous montrer. Donc là, ici, il y a quand même beaucoup de choses qui sont cachées parce qu'il y a l'inférence de type de Rust qui vient là-dessus. Donc je vais vous montrer la version expansée, on va dire, avec toutes les déclarations de type. Donc, ce qu'on voit ici, alors déjà, oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple ici, si je disais juste D0 comme ça, je mets ce truc-là en commentaire. Pof. Alors non. Toc toc. Voilà, ou si je dis voilà into si je dis que c'est une input plutôt. Ah oui, pardon. Ah voilà, petit bug, je n'ai pas assez répété. Voilà, c'est ici, si je lui dis que c'est une into pull-up input, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que mes set high et mes set low ne sont plus disponibles. C'est-à-dire que l'appel de la fonction, en fait, va nous changer le type du résultat et qui fait que des appels de fonction vont disparaître. Donc là, ce qu'on voit, c'est que à la compilation, le compilateur me dit hey, Coco, ton machin il est mal configuré. Tu veux faire un set high sur un input, ça ne marche pas. Donc on va le remettre comme ça. Et puis on va dire aussi, à côté de ça, bah, je vais faire let mut x égale pins.d0. Voilà. Et là, il va me dire value used after move. Il me dit bah, ton D0 il est déjà utilisé ailleurs. L'ownership de cette variable est parti ailleurs. Donc tu n'as pas le droit de le réutiliser. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, le compilateur va m'interdire les accès concurrents sur des ressources hardware. C'est quand même pas mal, quoi. Hein. C'est quand même pas mal. Donc si je reviens à la version expansée, donc ce qu'on voit, c'est que en fait,
la magie du truc, il n'y a pas de magie, c'est du type. C'est-à-dire que mon objet D0, il est de type pin, donc la connexion. On démarre dans un état. Alors je parle d'état parce que c'est du type state programming. Le type porte un état. Il a un paramètre générique qui dit que c'est une pin qui est en mode input floating. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le microcontrôleur démarre, les entrées-sorties, elles sont en mode entrée. Floating, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de référence de tension. Elle peut être en pull-up, par défaut à 5 volts, pull-down par défaut à 0 volts. Et puis, bah voilà, c'est l'état initial du microcontrôleur. Si je veux faire quelque chose, il faut que j'appelle une fonction dessus qui va non seulement aller configurer le hardware, mais en plus me renvoyer un type différent. Ici, on voit, c'est une pin de type output. Et à ce moment-là, du fait qu'elle est typée output, mon set high et set low deviennent disponibles au niveau de la compilation. Donc là, le compilateur, bah, il m'empêche de faire des bêtises. Et ça, c'est cool. Ça, on aime ça. Voilà. Donc, toc. Donc, petit récap sur ce qu'on vient de voir. Donc, représentation des périphériques comme de la donnée, utilisation d'un singleton pour garantir l'accès unique aux périphériques. Ensuite, les notions d'ownership qui font qu'en gros, il n'y a pas deux endroits où je peux me mélanger les pinceaux et avoir plusieurs parties du code qui accèdent au même périphérique. Et puis enfin, le type state qui va me garantir que les opérations que je ferai sur mes périphériques ne sont que celles correspondant à la configuration que je lui ai donnée dans le code. Et puis en fait, donc ensuite la mutabilité contrôlée, oui, parce que je ne voulais pas montrer, mais si je retire le mute, le set I n'est plus disponible parce qu'il va me dire, bah non, tu veux modifier la sortie alors que tu n'as pas dit que tu autorisais la mutabilité. Voilà. Donc, petit aparté sur l'architecture de ce qu'on vient de voir. L'écosystème Rust, pour moi, c'est une merveille d'ingénierie. Ça vient de la communauté initialement, la communauté Rust qui a créé ça. C'est architecturé en différentes couches. Alors, si on part de la droite, au plus bas niveau, on a le microcontrôleur. Donc, quand je vous dis les pins, je vous ai parlé de pins et de registres, comment ça fonctionne? Il n'y a pas de magie, c'est que c'est simplement les entrées-sorties en fait, sont mappées en mémoire. Chacune correspond à une adresse en mémoire. Et allumer une LED, ça correspond simplement à mettre un bit à 1 dans une adresse mémoire prédéfinie que le microcontrôleur a mappé sur la sortie. Donc, au-dessus de ça, on a deux types de crate, donc les librairies Rust qui viennent au-dessus. On a d'une part la partie micro-architecture, est-ce que c'est un processeur ARM, AVR, etc. Donc là, on va trouver des choses qui sont vraiment spécifiques au processeur, y compris de l'assembleur inline. Et puis, on a ce qu'on appelle le peripheral access crate, c'est-à-dire que, en gros, c'est tout ce qui va nous définir, dans ce qu'on a vu, le pin.d0, tout définir, en gros, l'intégralité des périphériques de mon hardware. Au-dessus de ça, j'ai ce qu'on appelle le Hardware Abstraction Layer, le HAL, qui va m'offrir des choses de plus haut niveau. Quand vous avez vu le pin.setHigh et .setLow, finalement, là, à ce moment-là, je me fiche de savoir que c'est un AVR, que c'est un ARM ou quoi que ce soit, j'ai juste une pin qui fait partie de la couche HAL, et dessus, j'ai les opérations pour les mettre en haut et en bas. Et au-dessus de tout ça, on l'a vu aussi, donc vous avez peut-être vu Arduino qui traînait dans les coins, on a ce qu'on appelle le board crate, qui est l'assemblage de tout ça, spécifique à une carte de développement. Voilà. Donc cette architecture en couche fait que selon les niveaux auxquels on s'intéresse, finalement, on va pouvoir faire des modules réutilisables qui ensuite s'adaptent parfaitement à la cible embarquée, mais le système de typage va faire en sorte qu'on ne peut pas, en gros, faire rentrer un truc là où ça ne rentre pas, quoi. Ça ne va pas marcher. Alors quand je dis c'est petit, quand on regarde la taille de l'exécutable pour mon Blink, il fait 174 octets. Depuis quand vous n'avez pas fait un code qui fait 174 octets, hein, voilà. Et puis, quand on regarde la section BSS, qui sont en gros les variables statiques, c'est un octet. Qu'est-ce que c'est ce 1 octet? Vous avez vu peripherals.take, c'est qu'il y a un octet qui est en gros le singleton, s'assurer qu'on ne l'a pris qu'une seule fois. Donc en gros, c'est juste un octet pour flipper de 0 à 1, c'est tout. Donc là, la taille du runtime Rust en embarqué, c'est littéralement un octet. Voilà. Ce qui est plutôt cool. Voilà. J'ai fait le même exercice avec Arduino. Donc Arduino, c'est quand même beaucoup plus accessible, il y a une librairie qui vient avec, etc. Ça fait, je crois, 750 octets. Pourquoi? Parce que, en gros, au lieu de faire pin.d0, où on est au niveau du type, ça devient un paramètre d'une appel de fonction. Donc il y a une indirection derrière, il y a des tables de mapping, etc. Ça prend un peu plus de place. Donc voilà, Rust, c'est compact.
Comment ça marche concrètement derrière, cette magie? C'est que, bon là je vais probablement pas apprendre grand-chose à certains, c'est que la chaîne de compilation elle est comme suit en fait. Donc on a le code source, ça passe à travers Rust-C, le compilateur Rust, qui génère une représentation en assembleur intermédiaire pour la LLVM. Donc en fait, toute la partie cross-compilation de Rust n'est pas assurée par Rust lui-même, mais par la LLVM qui traduit cette représentation intermédiaire en une cible. Donc le portage de Rust sur une nouvelle architecture, et aujourd'hui ça supporte, je crois, facilement une quinzaine d'architectures différentes, se fait avec quelques petites adaptations du compilateur, mais très minimes. Tout le reste est pris en charge par LLVM. Donc on bénéficie aussi de tout cet effort communautaire. Une fois qu'on a créé des objets, les fichiers objets, ça passe au linker, avec des librairies de base ou pas. Et à la fin, on a notre exécutable. Alors, on ne l'a pas vu au passage, mais tout en haut, là, j'ai un OSTD noMain. Et vous voyez aussi que la fonction main, elle renvoie point d'exclamation, qui veut dire en fait rien. Classiquement, dans nos applications, ça renvoie un code de retour qui est le status du process. Là, ici, bah, il n'y a pas de retour de process, il n'y a pas de process. Donc en gros, on dit au compilateur, ce truc-là ne sort jamais. Et s'il y a un return dans le main, c'est en fait une erreur. Voilà. Donc le Rust est architecturé en fait en 3 couches. La partie core, qui sont tous les types de base, alors on va trouver les types scalaires, les entiers, etc. Mais aussi tout ce qui est primitif de concurrence, donc typiquement les accès atomiques et tout ce qui est sémaphore, mutex et compagnie. Pas grand chose de plus, mais vous avez quand même toute la librairie standard avec les options, les itérateurs, etc. Parce que ça n'est en gros tout ce qui n'est pas lié à un allocateur. Hein. Après, vous pouvez rajouter la couche allocateur. À partir du moment où vous avez un allocateur, vous pouvez utiliser des chaînes de caractères. Et oui, parce qu'avant, c'est uniquement des tableaux d'octets. Toutes les collections, les vecteurs, les hmaps, les tries et compagnie. Et au-dessus de ça, vous pouvez rajouter encore la couche std, où là, on se retrouve dans l'environnement classique qu'on connaît plus, avec les entrées-sorties fichiers, les threads, le réseau, etc. La notation noSTD dit au compilateur, on se limite à core. Si on essaye d'utiliser quelque chose qui est en dehors de ça, il va y avoir la compilation. Donc là encore, pas de surprise. Alors, après le Hello World, on fait le Hello Toto, hein, où on passe un paramètre. Bon voilà, j'ai pas de paramètre, donc on va utiliser un petit capteur. Ce petit capteur, vous allez le voir ici, là, voilà, avec mon gros doigt, il est où? Il est là, voilà. Donc c'est une photorésistance. Donc en gros une résistance qui varie avec la lumière. Donc on va utiliser ce capteur. Donc on va reprendre le code qu'on avait déjà. On va le faire évoluer un petit peu. Pardon, c'est avec le sensor. Voilà. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va utiliser un convertisseur analogique numérique. Quelque chose qui va aller, donc on va configurer une pin, cette fois-ci non plus en output, mais en input. Et on va faire varier la fréquence de clignotement par la valeur qu'on va lire. Donc on va dire, je vais créer, donc là on retrouve je reprends toujours mon périphérique. Et cette fois-ci, je lui dis, je prends le périphérique ADC, Analog to Digital Converter. Alors on va le configurer. Il faut le configurer. Alors là, il y a des petites choses où on retombe un petit peu sur les détails d'implémentation, mais le compilateur, de toute façon, ne vous laissera pas passer si vous ne les mettez pas. Donc vous allez devoir les apprendre. Donc là, en gros, on donne une fréquence de sampling sur le convertisseur. Et puis, une fois qu'on a configuré ce convertisseur, on va dire, on va l'associer à la pin D4. Voilà, donc ma pin D4, avant j'avais des zéros, je la convertis en un analog input qui va utiliser ce convertisseur que j'ai configuré. Et on retrouve mon into-output. Et puis, derrière, on a notre petite boucle où cette fois-ci, on va lire, donc on a analog grid. Là, on n'est plus dans les outputs et set high, set low comme on avait tout à l'heure. On va calculer, alors ça c'est une équation empirique, et puis on va faire clignoter la LED. Voilà, donc petite démo. Dans Bling Bling, ça ne va pas marcher. Plac. Ça compile, ça flash. Ça clignote toujours, c'est bien. Par contre, ce que vous allez voir, c'est que le clignotement, là, il va... Ouais, il commence à... Il ralentit un petit peu. Alors maintenant, on va le stimuler un petit peu. Tiens, Coco, là, prends ça, là. Voilà. Tac. Il a dit, oh là là là, voilà. Il y a des photons, là, c'est bon. Voilà.
orgie de photons. Voilà. Voilà. Donc ça, alors ça a l'air de rien, mais ce petit machin, on peut faire plein de trucs avec, hein. Vous avez genre les fils pilotes de vos radiateurs électriques chez vous. Alors souvent c'est des microchips, c'est pas la même architecture, mais c'est des trucs du même genre en fait, hein. Donc en fait il y en a partout. Dans votre maison il y en a, vous ne le savez pas. Il y en a dans votre voiture, il y en a partout. On va passer à quelque chose de plus gros. Alors, toc, donc, je vais vous le montrer. Voilà, le pépère, il est là. Voilà. Et surtout, on va s'amuser, on va mettre un petit écran. Donc là, on va pouvoir faire un Hello World, mais puisqu'on va avoir un affichage. Voilà. Tac. Alors, donc, la famille expressive, j'en ai parlé un petit peu, c'est quelque chose qui a, je crois, facile une dizaine d'années. Celui qu'on trouve beaucoup, mais qui maintenant est remplacé, c'est le ESP8266. Si vous avez chez vous une prise Wi-Fi, des ampoules Wi-Fi, des choses comme ça, il y a de fortes chances qu'il y ait un 8266 dedans, hein. Le truc rigolo, c'est que du coup, ça rend tous ces devices-là à câble, hein. Si vous arrivez à l'ouvrir, en général, on peut aller trouver les pins de programmation et vous reflashez le bordel, histoire de ne plus avoir à utiliser les services cloud on ne sait pas où, et vous le mettez sur votre Home Assistant qui tourne tranquille chez vous sur un Raspberry Pi. Moi j'ai fait ça chez moi, c'est plutôt cool, quoi. Voilà, donc c'est gros pépère. Alors c'est un peu la config du PC que j'avais sur mon bureau il y a 25 ans, quoi, hein. Ça c'est... ça relativise un petit peu, quoi. Voilà, donc chez moi, j'en ai un petit paquet. Alors là, je vous montre juste pour le LOL ce que j'ai fait avec. Donc là, c'est pour arroser mon potager. Donc vous voyez, il y a un microcontrôleur. Donc là, il fait la tortue, il est sur le dos en haut, là, le petit carré noir, et qui est branché à une série de relais. Les relais, bah, ils sont connectés aux électrovannes qui pilotent l'arrosage dans les trucs du potager. Et puis derrière, comme ça, sur mon téléphone, bah, je programme l'arrosage en regardant la météo, etc., quoi. Donc c'est rigolo. J'en ai une autre version aussi comme ça là. Alors c'est moche, il faut que je fasse un boîtier, je sais, mais bon, c'est toujours autre chose à faire. J'ai la station météo sur le toit, bah, plutôt que d'utiliser là aussi les services cloud, etc. J'ai récupéré les données et je me suis fait mon petit écran ePaper. Donc là, il y a un ESP32 qui est collé derrière. La petite LED en haut, c'est un truc que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Quand ma webcam démarre sur mon Mac, ça se met à clignoter, c'est le on air pour que ma femme évite de crier dans l'escalier pour m'appeler quand je suis en vidéo, quoi. Ça, c'est... Voilà. Euh, Ah ouais, ça rend créatif, hein. Ça rend créatif. Euh, donc j'ai aussi ça accroché au mur dans mon bureau parce que quand vous avez ce truc-là qui a une trentaine de pins, bah faut savoir ce qu'elles font, sachant qu'en plus elles sont toutes plusieurs fonctions, plusieurs fonctions selon comment vous les configurez. Donc voilà, moi j'ai ça. Et puis voilà. Donc le problème c'est que avec cette foultitude de choses dans un si petit espace, comment on fait? Alors, Espressif, le fabricant, c'est le seul fabricant de microcontrôleurs qui a compris vraiment l'intérêt du logiciel. En plus de leurs microcontrôleurs qui sont super bien foutus, ils nous offrent en open source des librairies qui s'appellent ESP-IDF, qui sont un framework de développement qui offre tout. Alors, c'est basé sur un OS temps réel FreeRTOS. Alors, Operating System, ça se limite à la gestion du multitasking, l'allocation mémoire, des timers, des queues de messages pour échanger des messages entre tâches. Allocation mémoire. Ah, on a un allocateur. Ah, c'est cool. Et puis après, ils nous fournissent aussi tout un tas de librairies au-dessus de ça pour faire du Wi-Fi. Il y a même un protocole qu'ils appellent Wi-Fi Mesh qui permet de faire un réseau de capteurs sans point d'accès Wi-Fi. Où ils vont s'organiser entre eux. Il y a du Bluetooth et au-dessus de tout ça, ils nous fournissent encore carrément des librairies MQTT, TLS pour les communications chiffrées, un client et un serveur HTTP, on va jouer avec ça, MDNS, vous savez, là, genre mon serveur.local, donc DNS dynamique, SNTP pour configurer l'horloge, et puis dans l'industriel, les connexions Modbus ou CAN pour se connecter aux équipements industriels, etc. On a même des implémentations de file system FAT et même la notion de virtual file system si vous avez stockage quelconque. Et puis, on a même les threads POSIX. Donc en fait, on va pouvoir faire du Rust STD là-dessus. Et ça, c'est plutôt cool.
Espressif aussi a compris l'intérêt de Rust, parce qu'au-dessus de cette truc-là qui est construit en C, ils ont des ingénieurs chez eux qui travaillent à la couche Rust au-dessus. Alors, à deux niveaux, il y a deux librairies ESP-IDF, 6, qui est vraiment le binding C pur et dur, totalement unsafe, mais en gros où on l'a en Rust. Et puis le IDF SVC, qui là sont, on va dire, des versions idiomatiques Rust de ces services, avec du contrôle de type, etc. De ça, en fait, ils sont en train de définir des embedded services génériques de façon à ce que les autres plateformes puissent les implémenter aussi et qu'on puisse faire du développement embarqué de haut niveau cette fois-ci, puisqu'on va parler serveur HTTP, etc. embarqué sur d'autres plateformes aussi. Alors, démo time, la suivante. Donc là, on va faire un vrai Hello World, mais sur un afficheur. Alors, je ferme cette fenêtre-là, j'en ai plus besoin. Windows, tac. Donc, display. Alors, je le lance de suite parce que ça met un petit peu plus de temps à compiler. Hein, c'est un gros pépère. Voilà. Ma ligne, elle est là. Voilà. Et je vous explique. Alors. Donc là, ça flash. Bon, ça va assez vite finalement. Donc là, on se retrouve avec un main qui renvoie à un résultat. Donc là, on retombe dans un environnement classique, classique Rust. Et on va utiliser un logger. Mais par où le log? Eh ben, c'est un peu comme on utilise Log4j, truc comme ça en Java. Il y a une abstraction en fait. C'est-à-dire que votre application elle va loguer dans un logger et puis derrière vous allez plugger des sorties. Donc là par défaut on va. Ah bah tiens, il l'a fait là. Alors je sais pas si vous avez vu passer le Hello World. Si. Voilà, il reste 10 secondes et puis ensuite bah, après on est sur la mesure de la luminosité là. Voilà. Pareil. On va créer des loggers, donc vous voyez, ce qui nous permet ensuite de loguer la valeur dans la console aussi, c'est pratique pour le debug, on fait du debug à la print, ça, déjà c'est un premier progrès. Et puis ensuite, on retrouve voilà, les différentes couches d'abstraction dont on n'avait parlé avant, donc sur un processeur qui n'a rien à voir, on retrouve notre peripheral pointé qui est les pins, voilà, pareil. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin, on va configurer un bus I2C. Mon écran, c'est un périphérique évolué, on va communiquer avec lui avec le protocole I2C. Donc je lui dis, ben voilà, j'instancie un driver, et je lui dis sur quel pin de mon microcontrôleur il doit se configurer. Ensuite, je dis, ben voilà, sur ce bus I2C, je te déclare un écran. Alors l'écran, c'est un écran de type SSD 1306, voilà, et on le connecte avec le driver. Après, on va configurer cette fois-ci une librairie d'affichage en lui disant bah, tiens, il y a cet écran-là et je te donne les caractéristiques. Il y a déjà son interface, comment causer avec lui. Je te donne sa taille, 128 par 64. La rotation, parce qu'on peut faire donc portrait, paysage, retourner, etc. Et puis, comme ça fait 8 kilooctets, les bitmaps, c'est pas beaucoup et qu'on a plein de mémoire, on dit bah, tu me fais un rendu bufferisé, comme ça sera plus pratique, quoi. Et puis après, ben voilà, j'ai ma petite fonction drawText là, hello world, qui va dire quoi? Alors, les paramètres là ici sont intéressants parce qu'en gros, j'ai un paramètre qui est un type générique. Je dis, je veux juste que ce soit un truc qui soit une cible d'affichage, qui soit en noir et blanc, binary color, et qu'en plus, il y ait des dimensions. Alors, ça veut dire quoi qu'il ait des dimensions? Ça veut dire que c'est une bitmap, parce qu'on a aussi des afficheurs qui sont simplement des caractères qui défilent. Une fois que j'ai ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux positionner un texte sur des coordonnées XY, je peux choisir une couleur qui va être on ou off, et voilà, c'est tout. Mais par contre, là, ici, j'ai totalement abstrait la notion de bus I2C, de SD 1306, etc. Et voilà, et c'est tout en fait. Bon, après, je vous passe l'initialisation du convertisseur analogique, c'est relativement similaire à ce qu'on a vu avant. Voilà, donc cet écran, 128 par 64, ça coûte 2 €. Donc on peut faire des petits microcontrôleurs comme ça avec un petit affichage local. Ça consomme au niveau électricité rien du tout. C'est assez pratique. Donc voilà, petit récap de ce qu'on a vu en fait, hein. Donc l'application s'appuie sur Embedded Graphics, qui est aussi un service de l'écosystème embarqué. Une implémentation sur l'écran 1306, qui s'appuie sur le bus I2C, qui s'appuie sur l'implémentation ESP32 Hardware Abstraction Layer, et finalement on arrive sur les microcontrôleurs registers qui sont mappés en mémoire. Donc on peut travailler à plein de niveaux différents.
Au niveau temps, on est bon? Ouais. Donc, Demo Time 4. Et là, tac, il faut que je configure quelques petites choses. On va faire maintenant un serveur HTTP embarqué. Première fois que ça a tourné, j'ai fait « Waouh !» C'est les petits plaisirs du geek, ça. Hein, ça c'est. Attendez, on va se mettre là ici. Sonytech, voilà, mon téléphone. Et donc c'est là que quand même c'est chaud parce que je fais une démo avec le Wi-Fi, les microcontrôleurs, mon téléphone et mon ordinateur. Mais ça va bien se passer. Voilà. Donc hello HTTP. Donc là, on va retrouver le même structure de code. Simplement, on va dire d'autres choses. On va dire, je vais aller initialiser le Wi-Fi. Alors là, vous vous dites, mais attends, pourquoi ça continue? Ah oui, c'est d'accord, on va l'arrêter. Alors je vais le flasher là. On le fera après. Donc on va initialiser le Wi-Fi. Donc quand on développe classiquement, jamais on va configurer le Wi-Fi. Ça veut dire quoi configurer le Wi-Fi? Donc là, la couche ESP-IDF nous dit, pour configurer un Wi-Fi, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'une mémoire non volatile. Donc en gros, il y a des petites zones dans la flash qui sont réservées par le framework, qui lui permet en gros de stocker des clés, des choses comme ça, pour se reconnecter plus vite quand on relance le microcontrôleur. Donc là, c'est le NVS, Non-Volatile Storage. Ensuite, j'ai besoin d'une event loop, parce que c'est des systèmes qui sont basés sur du polling souvent. Donc, il y a différentes, donc dans l'OS temps réel, des différentes boucles d'événements. On va lui dire, tu prends la system loop qui est le truc par défaut. Voilà. Et puis, voilà, avec ça, on va instancier notre ESP Wi-Fi. Donc, je lui donne le modem Wi-Fi, le sysloop et puis la mémoire volatile. Très bien. Avec ici le petit point d'interrogation, parce que tout ça, évidemment, peut échouer à différents niveaux. Hein. Et puis après, je lui dis, voilà, j'ai créé mon Wi-Fi, je lui donne une configuration. Et la configuration, c'est quoi? C'est le nom du SSID et le mot de passe. Voilà, que je lis dans un fichier de conf à côté. Et puis on démarre. Alors, vous voyez, client configuration. Donc le SP32, il peut être en mode client, il se connecte à un point d'accès. Il peut être en mode point d'accès ou en mode mixte. Il peut faire les deux. Si vous voyez par exemple des ampoules connectées, pour les configurer souvent, vous la branchez, elle se configure en point d'accès Wi-Fi, vous vous connectez dessus, vous réglez trois trucs, et ensuite, hop, elle se connecte à votre point d'accès de la maison. C'est comme ça que ça fonctionne. Le microcontrôleur se met en mode mixte d'abord, le temps que vous lui donniez la configuration, et ensuite il redémarre en mode client uniquement. Après, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire je démarre le Wi-Fi. Alors ça veut dire quoi démarrer le Wi-Fi? Démarrer le Wi-Fi, c'est un équipement radiofréquence. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on va démarrer tout un sous-système du microcontrôleur qui va mettre en branle des oscillateurs, la chaîne d'amplification pour aller sur l'antenne, etc. Ça consomme de l'électricité. Donc il y a non seulement besoin d'une configuration, mais il y a aussi besoin de l'activer électriquement parce qu'on va changer le mode de consommation électrique, ce qui est important selon les applications que vous avez. Donc là, ici, on démarre électriquement le sous-système Wi-Fi. Après, on va dire connect. Donc là, on va effectivement se connecter au point d'accès. Et puis après, on s'est connecté, mais il faut une adresse IP. Si on est sur le réseau, on va dire j'attends que les network interface soient up. Donc là, on va rentrer dans une boucle qui va attendre qu'on soit connecté au serveur DHCP, qu'on ait un DNS, qu'on ait l'adresse IP, etc. Donc là, on va loguer notre adresse IP juste pour le fun. Si, aussi parce qu'on aura l'URL HTTP. Donc voilà, le Wi-Fi nous dit, c'est le station, donc en gros c'est le mode client, je lui prends l'interface réseau et donne-moi les infos de l'IP, et de là je tire l'adresse IP. Alors je vais le lancer, tac, ça prend un peu de temps. Ah non, c'était pas le display, hello HTTP. Voilà. Et ensuite, déjà, ici on a une adresse IP, donc on peut dire, voilà, tu connais à l'adresse IP. Mais on va faire mieux. On va lancer le DNS dynamique. Et on va lui dire qu'il va apparaître sur le réseau sous le nom Hello ESP32. C'est quand même plus pratique, hein, on n'a pas à aller chercher l'adresse IP. Donc on va démarrer le service multicast DNS. Donc là, il va broadcaster sur le réseau, je m'appelle Hello ESP32, mon adresse IP c'est ça, et voilà les services que j'expose. Et il va dire j'expose un HTTP sur le port 80. Voilà, donc là ça build. On va voir ça. Et alors, donc là, on a initialisé notre HTTP. Une fois qu'on a fait ça,
On va revenir ici. Voilà, donc j'ai mon Wi-Fi. Et ben maintenant, on va créer un serveur HTTP. Allons-y, quoi. Donc là, je dis ESP HTTP Server. C'est la librairie ESP IDF, qui est vachement bien. Configuration par défaut, ça veut dire quoi? HTTP, pas HTTPS, parce que j'avais pas envie de m'embêter le certificat. Port 80. Et puis après, on va créer notre appli web, notre serveur web. Alors, ça va ressembler étrangement à des choses que vous pouvez connaître par ailleurs. On va enregistrer des handlers. Donc, je dis que sur le slash, j'enregistre sur le get. Et puis là, je renvoie 200 OK, content type HTML. Et RDPTIV, je t'envoie du HTML avec, tiens, il y a une feuille de style. Ah, d'où elle vient celle-là? D'où elle vient celle-là? Eh bien, elle vient en dessous. Voilà, donc handler de style.css, je renvoie un 200 OK. Et ici, j'ai un include bytes. Donc en gros, j'ai ma CSS qui est dans un fichier à côté. Ici, là. Voilà. Et je dis, compilateur, tu prends tout ça, là, tu m'en fous un tableau Toctet dans le code. Terminé. Donc là, on n'a pas besoin de file system. Hein, ça, c'est... voilà. Et puis voilà, quoi. Donc ici, il nous a dit... Voilà. Donc, Wi-Fi connected, 192.168 machin, et puis après, il nous dit, tiens, on va aller même le voir, Discovery, donc, Discovery, donc là, alors c'est petit, bon, c'est pas grave, on va trouver ici, voilà, HTTP, on trouve notre ESP32, donc ça c'est un explorateur des services multicast DNS, donc il s'est bien enregistré. Et puis pour vous montrer que c'est pas du fake, hein, il y a même la date de build, 10h49, il est 10h42, c'est bon, quoi, ça c'est... et du coup, là, il nous dit, allez sur esp32.local. Tac. Alors, petit temps que la résolution DNS se fasse, j'espère. Ouais, voilà. Donc là, j'ai ma page. Voilà. Non, ça c'est juste le début, ça. Donc, vous voyez, light sensor, hein, parce que quand même, il faut que ça serve à quelque chose, quoi. Donc, une fois que j'ai créé mon serveur HTTP, ce qu'on voit, c'est que ici, donc j'avais mon Wi-Fi, mon HTTP, et puis après, on retrouve ce qu'on avait avant, le convertisseur analogique numérique, et je vais avoir une boucle dans laquelle je vais aller lire ma photorésistance. Ce qu'on voit, c'est que je vais le stocker dans un truc qui s'appelle light value. C'est quoi light value? C'est un atomic U16. Donc là, on rentre sur les notions de variable atomique, puisqu'on va avoir plusieurs tâches. La tâche principale qui va boucler pour aller lire la valeur, et puis mon serveur HTTP qui, à la demande, va aller lire cette valeur. Donc là, on utilise les fonctions atomiques offertes par Rust. Et du coup, si je regarde mon handler HTTP, je redescends, il était où? Voilà, /light. On va envoyer une page HTML dans laquelle on va aller rechercher la valeur de notre luminosité avec un petit emoji, parce que Rust sait faire l'UTF-8, donc on va faire de l'emoji embarqué. Bon, ça c'est... Voilà. Et là... Voilà. Et ça, c'est la classe. Et ça, c'est la classe. Voilà. Là, c'est quand même mieux que la petite loupiote qui clignote. Hein. Ça, voilà. Donc, conclusion. Donc, Rust tourne vraiment partout. Vous l'avez vu, hein, du petit AT Tiny où c'est ridicule, il n'y a rien dedans, ça fonctionne, jusqu'au gros ESP32 et puis évidemment tous les gros serveurs qu'on connaît. Rust est un langage qui est vraiment, vraiment adapté pour le développement embarqué. Pour plusieurs choses, on l'a vu, donc l'ownership qui évite les problèmes d'accès concurrent sur du périphérique. Donc là, c'est pas seulement du race condition mémoire, c'est du race condition hardware. C'est quand même intéressant. Les abstractions à coût zéro qui font qu'en gros, on peut remonter dans le système de typage tout un tas de considérations que dans d'autres environnements, on aurait au niveau du code. Donc, coût du runtime, un octet. Voilà. Il y a actuellement des efforts en cours dans Rust embarqué pour avoir un compilateur Rust qui soit certifié pour les systèmes critiques.
Donc c'est une boîte qui s'appelle Ferrous System qui est en gros qui ont bootstrappé tout l'environnement Rust Embedded, qui travaille avec une autre boîte qui s'appelle Adacor. Alors Adacor, bien connu dans le milieu des systèmes critiques. Ils ont fait historiquement les compilateurs ADA certifiés. Après ils ont fait du GCC certifié. En gros ils sont spécialisés dans la certification pour les systèmes critiques. Et donc ils bossent ensemble tous les deux pour faire un compilateur certifié qui permettra d'utiliser dans tout ce qui est système critique, le spatial, l'aéronautique, les transports, l'armement, le nucléaire, etc. Donc ça c'est bien quoi. Si on peut faire du Rust dans les centrales nucléaires plutôt que du C, je serais un peu plus rassuré quoi. Voilà. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les microcontrôleurs modernes sont quand même assez balèzes quoi. Le petit machin qui coûte 2 € là qu'on a dans nos ampoules électriques, c'est du lourd dedans, hein, ça. Et ça consomme rien au niveau électrique. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On a juste gratté la surface. Je ne vous ai pas parlé de Async Await, qui permet, donc là ici on a fait du multitasking mais en se basant sur un OS temps réel. Celui-là on peut l'éliminer complètement avec le Async Await de Rust, qui a un énorme avantage, c'est que dans la mesure où la notion de thread disparaît, le Async Await se compile finalement en un automate d'état. Et la pile, elle est transformée en quelque sorte en une structure donnée qui est l'automate d'état. Donc pour les cibles embarquées petites, c'est vachement intéressant parce que d'une part, on sait exactement la taille que le programme va occuper en mémoire et on évite d'avoir un recours à un runtime tout en ayant toutes les capacités multitâches de Rust Async. Les interruptions, on n'a pas vu, mais évidemment, ça gère tous les systèmes d'interruption, de reprise, de contexte, etc. Le debug, je vous ai montré du debug avec du print. C'est quand même le niveau 0. On peut évidemment se brancher avec les outils de debug traditionnels de l'embarquer sur du Rust. Les outils sont là, dans IntelliJ même. Hein. On n'a pas vu aussi, là on a fait du flashage par liaison série. Il y a le flash over the air, c'est-à-dire que quand le machin il est dans la nature ou au plafond, hein, aller y brancher le câble USB qu'il faut démonter le faux plafond, etc. C'est pas pratique, donc on reflash par Wi-Fi, etc., etc. Donc il y a plein de trucs. C'est vraiment un écosystème qui est passionnant. Donc voilà, donc, le petit QR code pour le feedback et je vous remercie. Et on a peut-être le temps pour quelques questions, je sais pas. Désolé. Merci pour la présentation. Au niveau de la taille, par exemple, du programme avec le serveur HTTP, on est sur, ça représente combien à peu près par rapport au premier qu'on a vu? Ouais, alors effectivement, c'est un truc que j'ai oublié de dire. La taille du serveur HTTP, voilà, on va la voir tout de suite ici. Tac, 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 on remonte. Voilà, on est sur... où est-ce qu'on le voit? Voilà, c'est ça ici, là. On est sur... non, ça c'est la flash. Voilà, on est sur 900 kg, 950 kg. Ok, voilà. Merci. Mais on a 16 mégas. Hein. Donc 950 kg, la plus grosse partie là-dedans, c'est évidemment tout le framework. Mon code à moi, c'est ridicule. Mais on embarque quand même tous les drivers Wi-Fi, le stack TCP, le serveur HTTP, tout le tralala. Donc en gros, c'est un overhead qui, même avec une application beaucoup plus complexe derrière, fera que la taille finale, en gros, va rarement dépasser le mégaoctet en fait. Ok, merci. Merci pour la presse. Tu nous as expliqué que la puce c'était le petit truc à 2 € là, et qu'après tu as besoin de mettre une carte autour pour l'utiliser. C'est ça? Oui. Ça veut dire que quand tu as fini quand tu as fait un produit, on va dire, comment tu bundles ton truc? Tu gardes ta carte ou tu as d'autres solutions? Voilà, donc j'ai dit le microcontrôleur, en fait, c'est ce module-là. Si on regarde, en fait, c'est un module, on voit pas très bien là, mais c'est un module qui est soudé sur la carte. Donc en gros, ça c'est uniquement pour le prototypage. C'est pas forcément ça qu'on va mettre en prod. Par contre, on va acheter séparément des modules qui sont exactement les mêmes avec le même form factor, et par contre, on va les souder sur le PCB, sur le circuit imprimé de l'équipement cible en fait. Donc c'est pas ça qu'on met en prod. Ça c'est le truc facile pour prototypage. Vous voyez avec les fils qu'on vient plugger sur la carte de prototypage, ça c'est vraiment pour le développement. Merci du coup pour la présentation, c'était vraiment intéressant. Je voulais juste savoir,
pour comprendre un peu mieux et pouvoir essayer de pouvoir faire des applications concrètes avec ce que tu as présenté. Est-ce qu'il y a des communautés, des forums, des choses comme ça qui donnent des éléments pour pouvoir apprendre à faire ce genre de choses? Oui, alors il y a aussi beaucoup de documentation. Donc j'ai plus l'adresse en tête, mais elle est dans les slides quelque part. Voilà, à chaque fois j'ai mis des liens. Donc tout ça, oui, alors pardon, je mets juste le dernier slide parce que vous allez sur le repo GitHub où il y a tout le code source de ce que vous avez vu et des liens vers différents trucs. Donc de là, vous allez pouvoir rebondir sur la communauté, donc Embedded RS. Hein, je crois que c'est, je me souviens plus du nom du site, mais il y a le Embedded Book, ils appellent ça, qui est vraiment le tutoriel pas à pas, et où même ils recommandent pour la partie tutoriel un hardware, et il y a des exemples pas à pas avec ce hardware et quelques périphériques pour vraiment aller de zéro jusqu'à un système qui fonctionne. D'accord, merci beaucoup. Du coup. Voilà. C'est bon ? Ok, je vous remercie.